Le terrorisme est sûrement la forme de criminalité la plus spectaculaire du XXe siècle. Ici, au Canada, des groupes politiques, ethniques ou religieux y ont eu recours. Pour tous ces gens, les bombes, le sabotage, l'enlèvement, l'incendie et l'assassinat sont devenus des moyens privilégiés pour promouvoir leur cause. Voici l'histoire de ces idéalistes qui ont vraiment cru que la violence et le crime pouvaient les aider à changer le monde. La défense d'une conviction religieuse demeure encore aujourd'hui une des plus grandes causes du terrorisme. Au Canada, une secte religieuse, celle des Doukhobors, s'est longtemps servie du terrorisme pour appuyer ses revendications. À la fin du siècle dernier, des dizaines de milliers d'immigrants viennent s'établir dans les immenses plaines de l'Ouest canadien. En 1899, 7500 Russes, victimes de persécutions religieuses dans leur pays, s'installent en Saskatchewan. Ils appartiennent à la secte des Doukhobors. Au fil des ans, la plupart des Doukhobors vont s'assimiler à la société canadienne. Mais une faction d'irréductibles, s'appelant les Fils de la Liberté, demeure farouchement fidèle à la tradition Doukhobor. Les Fils de la Liberté sont des Doukhobors, mais des Doukhobors fondamentalistes. La différence avec les autres, c'est que eux, ce sont des fondamentalistes qui utilisent la violence pour faire respecter le doukhoborisme. En arrivant en 1899, en arrivant au Canada, ils ont commencé à s'insurger contre le refus du gouvernement de leur permettre la vie communautaire. Parce que vous savez que la base de la vie doukhobor, c'est de vivre en communauté. C'est la base, c'est vraiment la base. Et le gouvernement leur a interdit dès le départ, non pas de vivre en communauté, mais au moins de posséder les biens en communauté. Pour appuyer leurs revendications, les Fils de la Liberté n'hésitent pas à se servir d'explosifs, à allumer des incendies criminels et à organiser des manifestations où ils défilent entièrement nus. La première vague d'attentats terroristes menés par les Fils de la Liberté débute en 1923. Ils mettent alors le feu à 9 écoles pour protester contre l'éducation obligatoire et démontrer clairement leur refus de s'intégrer à la société canadienne. D'abord, ils avaient peur de l'influence que le gouvernement canadien et le peuple canadien pouvaient avoir sur eux, et essentiellement sur leur religion, par l'école. C'est toujours très dangereux. Par l'école, vous savez que les enfants sont très faciles à influencer. Dans la philosophie doukhobor, l'incendie volontaire est une forme de pénitence, une purification, et non pas un acte criminel. Ils vont donc quelquefois brûler leur propre maison pour échapper à la tentation d'accumuler de la richesse. Il y a eu des ponts détruits, il y a eu des usines détruites, des lignes à haute tension qui ont sauté. Il y a eu également des maisons, une multitude de maisons doukhobor et non doukhobor qui ont aussi brûlé. C'était absolument incroyable de voir ce peuple si pacifique se lancer dans une violence inouïe comme celle-là. En 1924, une lutte de pouvoir oppose le chef des doukhobors à son fils, Peter Verhegen, qui dirige les Fils de la Liberté. Le 24 octobre, une puissante explosion fait sauter le wagon de première classe dans lequel se trouve le chef des doukhobors. Il meurt sur le coup, ainsi que 9 autres personnes. Cet attentat, ordonné par Peter Verhegen, permettra aux Fils de la Liberté de prendre le contrôle sur l'ensemble de la secte. Pour eux, l'autorité du chef, c'est l'autorité de Dieu. Même si leur chef se vautre dans la débauche et dans l'ivrognerie et puis dans le crime, le chef, c'est le chef. Sous la gouverne de Peter Verhegen, les doukhobors verseront dans l'extrémisme. Verhegen profitera également de sa position pour extorquer près d'1 million de dollars à ses disciples. Avec la crise des années 30, les doukhobors se retrouvent pratiquement ruinés. Peter Verhegen décrète alors qu'il est temps pour la secte de quitter le Canada et de retourner en Russie.
les Doukhobors voulaient bien, certains du moins, voulaient bien retourner en Russie, en tout cas officiellement, mais ils voulaient que ce soit payé par le gouvernement canadien. Alors pour ça, ça a été une des raisons aussi des bombes. Ils mettaient des bombes parce qu'ils voulaient retourner là-bas, mais expulsés par le gouvernement canadien. C'est ainsi qu'on assiste dans les années 30 à une seconde vague d'attentats qui ciblent particulièrement les écoles et les édifices gouvernementaux canadiens. Les actes de violence Doukhobor ont été très très nombreux. Il y a eu à peu près, pendant 50 ans, quelque chose comme 1200 actes de violence qui ont provoqué la mort de 20 personnes et qui ont provoqué, disons, de nombreuses blessures, évidemment. Hein. Et là, je ne parle pas des biens matériels qui ont été détruits par les Doukhobors et qui monteraient à des milliards, certainement. En 1932, Peter Verigin, le chef des Doukhobors, est condamné à 3 ans de prison. En signe de protestation, des milliers de Doukhobors vont parader nus dans tout l'ouest du pays. 725 Doukhobors, hommes, femmes et enfants, seront arrêtés. Peter Verigin meurt le 11 février 1939, laissant derrière lui une secte démunie dont la plupart des terres ont été saisies par le gouvernement canadien pour défaut de paiement. Au milieu des années 50, le gouvernement décide que les Doukhobors devront désormais respecter toutes les lois canadiennes, y compris celle d'envoyer leurs enfants à l'école. Les policiers reçoivent le mandat de fouiller tous les villages Doukhobors pour y retracer les enfants d'âge scolaire. Ce durcissement des autorités va déclencher une 3e vague d'attentats. Dans les seules années 61 et 62, les Fils de la Liberté vont commettre 73 attentats. À partir de 1985, toutefois, ils renonceront définitivement à toute forme de violence comme moyen de pression. Vient une préoccupation majeure pour toutes les sociétés occidentales. Et le Québec, avec l'avènement du FLQ, n'échappera pas à ce phénomène. À l'automne 1962, le sigle FLQ apparaît un peu partout sous forme de graffiti dans les grandes villes du Québec. Une nouvelle organisation indépendantiste est née, le Front de libération du Québec. Le premier FLQ là, il est arrivé au début de la Révolution tranquille. Là, le Québec se réveillait. Il est arrivé au moment de l'étatisation de l'électricité, puis René Lévesque a dit « Nous autres aussi, les Canadiens français, on peut avoir des jobs. » Les participants à la première vague du Front de libération du Québec étaient des jeunes, je dirais au début de la vingtaine maximum. Il y en avait d'ailleurs des plus jeunes que ça, majoritairement étudiants, ayant un certain nombre de lectures sur ce qui se passait à l'étranger en tant que phénomène révolutionnaire, et des jeunes qui étaient très nationalistes et qui étaient sensibles aux symboles coloniaux en particulier, ce qui les agaçait, et très politisés de toute évidence. Les graffitis vont rapidement faire place à des actions d'éclat plus audacieuses. À l'automne 1963, une petite gare et un abri de passagers sont rasés par les flammes. De plus, 3 camions du Canadien national sont incendiés dans l'ouest de l'île de Montréal. Une des choses qui a surpris dans la première vague des FLQistes, c'est que tout à coup, ils ont dit que un de leurs messages, c'était que les Canadiens français étaient maltraités dans l'administration fédérale, au Canada en général. Mais surtout vers la fin, on a commencé à dire au Québec même, dans l'économie, dans la société québécoise, les Québécois sont au bas de l'échelle. Les Québécois francophones sont au bas de l'échelle. Puis ça a été de plus en plus important dans tous les messages du FLQ. En 1963, le Québec va subir une escalade de violence sans précédent. Le 8 mars, des cocktails Molotov sont lancés sur 3 casernes de l'armée canadienne à Montréal. Un communiqué émis par le Front de libération du Québec, qui se qualifie lui-même de mouvement révolutionnaire composé de volontaires prêts à mourir pour l'indépendance du Québec, revendique cet attentat.
les nationalistes disaient oui, bon, il ne faudrait pas prendre ces moyens-là, mais effectivement, ça fait connaître la cause qui est la nôtre. D'autres approuvaient le résultat, mais approuvaient pas les méthodes. La majorité était très, très, très curieuse, la majorité des gens, de savoir qui c'était, quelle était l'envergure du réseau, etc. Est-ce que ça allait continuer, etc. Chez les anglophones, là, c'était beaucoup plus traumatisant. Le 1er avril 1963, une semaine après l'attentat contre l'armée canadienne, 3 bombes explosent coup sur coup. La première aux portes des bureaux du ministère du Revenu fédéral. Une autre près de la gare du Canadien national à Montréal. La troisième sur la voie ferrée qui relie Québec à Montréal, à la hauteur de Nicolet, quelques heures avant le passage du train transportant le premier ministre canadien, John Diefenbaker. Dérouté par les événements, la police effectue des descentes dans les cafés dits d'avant-garde de Montréal. Elle cible également les milieux indépendantistes et ceux de la gauche. Une vingtaine de militants séparatistes sont arrêtés sans mandat. Cette répression va créer une véritable commotion dans les milieux indépendantistes. Dans les journaux québécois, on s'interroge sur le bien fondé de cette violence politique. Gérard Pelletier, le rédacteur en chef du journal La Presse, écrit qu'une seule bombe explose à contretemps et tue quelqu'un, fût-ce le plus modeste gardien de nuit de n'importe quel édifice public, et nous nagerons en plein drame. Un mois plus tard, ce qui n'était qu'une simple hypothèse devient réalité. Dans la nuit du 20 avril 1963, à l'arrière d'un centre de recrutement de l'armée canadienne, un veilleur de nuit meurt sur le coup quand une bombe du FLQ explose à quelques mètres de lui. Il s'agit de Wilfrid O'Neill, qui prenait l'air dans la ruelle au moment de l'explosion. Qu'après ça, c'était un engrenage. Là, il avait tué quelqu'un. Là. Et je pense que les felkistes eux-mêmes, le matin, quand ils sont réveillés, puis ils ont dû dire « Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? » En premier, là, c'était des graffitis, des bombes, mais pour faire peur, puis c'était tout un enchaînement. Le lendemain matin, la réaction que j'ai eue, c'est comme si 50 Vietcong avaient été tués par les Américains. Comme si c'était aussi loin que ça, et pourtant aussi cruel. Un communiqué du FLQ tentera d'expliquer que cette mort était accidentelle. Ce texte conclura en disant « Une révolution ne se produit pas, hélas, sans que le sang coule. Un homme est mort, mais la révolution ne s'arrêtera pas pour cela. » Cette prise de position va provoquer l'indignation de la population. À la recherche d'indices pour identifier les terroristes, la police effectue plusieurs descentes et perquisitions chez des sympathisants de la cause indépendantiste, mais sans résultat. Au printemps de 1963, le FLQ s'engage dans une de ses opérations les plus spectaculaires. Dans la nuit du 16 mai, une série de bombes déposées dans des boîtes aux lettres explose à Westmount. Les déflagrations se font entendre à des kilomètres à la ronde. C'est la panique dans la population. Ça devenait très dangereux à partir du moment où les membres de ce groupe n'en étaient plus strictement au vandalisme et posaient des bombes dans des endroits aussi familiers que des boîtes à lettres, même si c'était à Westmount. Il y a des vies humaines là, qui pouvaient être en jeu par cela. Et dans les milieux nationalistes, on se surprenait que des personnes prennent des risques personnels aussi graves pour une cause. Appelée à la rescousse, l'armée prend position à Westmount et inspecte systématiquement toutes les boîtes aux lettres de ce riche quartier anglophone de Montréal. On découvre 3 bombes qui n'ont pas explosé. Le sergent-major Walter Leah désamorce avec succès les 2 premières. Mais la 3e lui saute dans les mains et le blesse sérieusement. Transporté d'urgence à l'hôpital, on devra l'amputer du bras gauche. Cette nouvelle victime n'arrêtera pas les felkistes. D'autres attentats à la bombe vont se succéder avec une rapidité stupéfiante. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de la fête de la Reine, le FLQ fera éclater sa bombe la plus puissante. L'engin, composé de 75 bâtons de dynamite, explose à l'arrière des quartiers du 2e régiment du corps de génie de l'armée canadienne.
Le lendemain, le Premier ministre Jean Lesage annonce que son gouvernement offre une récompense de 50 000 $ pour tout renseignement qui pourrait mener à l'arrestation des auteurs de ces attentats. 2 semaines plus tard, Jean-Jacques Lancio, un militant du FLQ, contacte les policiers et dénonce ses camarades pour toucher la récompense promise. Suite à cette délation, les policiers arrêtent 23 sympathisants felkistes. Gardés en isolement durant plusieurs jours, ils sont longuement interrogés par des enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la GRC. 21 d'entre eux seront tenus criminellement responsables de la mort du veilleur de nuit, Wilfrid O'Neill. La plupart des accusés sont des étudiants dans la vingtaine, sauf Georges Schoeters, qui est âgé de 33 ans. Une seule femme se retrouve au sein du groupe. Il s'agit de Jeanne Pépin, la femme de Schoeters. Le procès des felkistes, qui se considèrent tous comme des prisonniers politiques, va durer plusieurs mois. Il sera suivi avec intérêt par le Québec tout entier. Finalement, à l'automne 1963, 4 felkistes sont reconnus coupables d'homicide involontaire sur la personne de Wilfrid O'Neill. Une douzaine d'autres sont condamnés pour attentat à la bombe. Envolez-vous à Canal D avec la série Carnet de vol. Votre rêve de voler est prêt à se réaliser. Vivez de grands moments d'exaltation en compagnie des pilotes et des équipages qui ont écrit l'histoire de l'aviation canadienne. Prenez part à des opérations humanitaires, des opérations militaires. Partagez la passion de voler. Carnet de vol à Canal D. Les pizzas gourmet del Maestro s'inspirent de la plus pure tradition européenne. Sauce tomate onctueuse, pâte mince cuite juste à point, ingrédients savoureux de grande qualité, une touche de soleil méditerranéen. Et bien sûr, ce petit quelque chose qui rehausse la saveur unique de nos pizzas. Des briques et des biches. Parce que les pizzas del Maestro sont cuites dans un vrai four à bois. C'est ce qui fait toute la différence. Del Maestro, vrai four à bois, vraie pizza gourmet, au comptoir des surgelés. On a tous un petit quelque chose, un talent, une passion qui nous facilite la vie. Et c'est peut-être par fierté ou simplement pour parader, mais ce petit quelque chose aiguise notre sens de la perfection. Chez Service de qualité, notre passion, ce sont les véhicules Ford. Nous n'utilisons que des pièces d'origine Ford. Et nos techniciens peuvent se vanter d'en connaître plus que quiconque sur les voitures et camions Ford. Service de qualité chez vos concessionnaires Ford. On connaît votre véhicule, on l'a construit. Passionné de cinéma, Super Écran vous offre 1 mois gratuit. Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez le 4e mois gratuitement. Vous allez adorer le multi-choix exclusif à Super Écran. Imaginez une sélection de 9 films par soir, tous les soirs. Super Écran, en collaboration avec Dumoulin Électronique et Informatique, vous offre la chance de gagner l'un des 5 merveilleux prix d'une valeur totale de 20 000 $, dont ce magnifique ensemble de cinéma maison. Abonnez-vous en composant le 187 Super Écran. 1 mois gratuit à Super Écran. Profitez-en. Jusqu'en 1965, le FLQ s'était surtout attaqué au symbole de la domination anglo-saxonne au Québec. Mais à partir de cette date, les objectifs visés par les felkistes changent. Désormais, il ne s'agit plus seulement pour eux de défendre le nationalisme, mais bien de faire la révolution. Une nouvelle vague d'attentats s'amorce, beaucoup plus radicale cette fois-ci. Elle va atteindre son point culminant au printemps de 1968.
sous l'impulsion des Vallières, Gagnon, et aussi des revues de gauche qui s'écrivaient à cette époque-là. Le Front de libération du Québec s'implique dans les courants sociaux et dans les grèves. Alors, il y avait un changement à la fin de la décennie, une implication dans les conflits sociaux. Et tout ça, là on était en conformité avec la théorie marxiste, littéralement. Là c'était vraiment des luttes ouvrières et la lutte de classe prenait le pas sur la lutte sociale à ce moment-là. C'était très important. Il y avait un changement de perspective. En mai 1968, de nombreux attentats à la bombe sont dirigés contre les compagnies dont les travailleurs sont en conflit de travail. Ces bombes explosent sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal, créant un climat d'anxiété et d'inquiétude. Depuis 1968, nous avons eu, dans Montréal même, 25 cas de bombes. Devant la gravité des événements, Jean Drapeau, le maire de Montréal, décide de prendre la situation en main. Le 16 décembre, il annonce que la ville offre une prime de 10 000 $ à quiconque peut fournir des renseignements menant à l'arrestation des terroristes. Les présumés auteurs des attentats et à leur arsenal. Le FLQ riposte aussitôt. Le 31 décembre 1968, une bombe explose à l'hôtel de ville de Montréal. Le même jour, une autre explosion endommage les bureaux du ministère fédéral du Revenu. Enfin, une troisième bombe est désamorcée à l'entrée de la place Vauquelin, sous le bureau du maire. Ce geste de pure provocation laisse la population totalement stupéfaite. Il y avait là une précision technique beaucoup plus grande. Et là, la terreur touchait davantage l'ensemble de la société québécoise. Ça n'était plus uniquement des cibles anglo-saxonnes qui étaient visées. Et en plus, c'était un mouvement qui parlait peu, contrairement au début. Deux mois plus tard, le 13 février 1969, le FLQ signe le plus spectaculaire coup de son histoire. À 14h30, une bombe d'une très grande puissance éclate à la Bourse de Montréal. L'attentat fait 27 blessés. C'était une grosse bombe, l'affaire de la Bourse, là, je veux dire. T'es vraiment chanceux que ça n'ait pas fait un état compte. Celle-là, c'était une vraie bombe, c'était pas une bombette. Depuis cette série d'attentats, Montréal est en état de siège. On a établi des barrages dans les rues de la ville. On multiplie les contrôles, les fouilles et les perquisitions. On arrête alors un nommé Pierre-Paul Geoffroy. Dans son appartement, les policiers découvrent une centaine de bâtons de dynamite, des détonateurs, 2 bombes et de la littérature révolutionnaire. Pierre-Paul Geoffroy a effectivement pris sur lui des attentats qu'il n'avait pas commis. Bien qu'il ait été quand même important dans ce réseau-là, il ne faut pas sous-estimer son action, mais il a pris sur lui, effectivement, des crimes qu'il n'avait pas commis. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. C'était pratique assez commune au sein du Front de libération du Québec. Pierre-Paul Geoffroy comparaît devant le juge André Fabien. Il fait face à 129 chefs d'accusation. À l'étonnement général, il plaide coupable. Le 1er avril 1969, Pierre-Paul Geoffroy est condamné à 124 peines d'emprisonnement à perpétuité. L'aérienne, avec le Parti québécois... En 1969, un nouveau parti indépendantiste, le Parti québécois, impose maintenant l'idée que l'indépendance peut être faite sans violence. Désormais, l'action terroriste du FLQ n'a plus de raison d'être. On croyait que la violence était le seul moyen de réveiller l'appétit du peuple québécois, d'enthousiasmer les jeunes. Malgré toutes nos erreurs, nous avons, je crois, servi à quelque chose. Nous avons réveillé l'opinion populaire. Mais l'élection du 29 avril 1970 est une amère déception pour les indépendantistes. Le Parti québécois, avec 23% du vote, ne fait élire que 7 députés sur les 108 de l'Assemblée nationale. Cette défaite va aussitôt relancer l'action terroriste du FLQ. Il est évident que si le PQ était devenu l'opposition officielle ou s'il y avait eu une plus grande audience
Je ne pense pas que le terrorisme aurait pu utiliser, dans cette troisième vague-là, l'idée de c'est la dernière chance. La troisième phase du terrorisme québécois, c'est un des arguments, c'est tout ce système-là est pourri, c'est la révolution totale que l'on veut. À l'automne 1970, un groupe du FLQ va prendre les devants de la scène. Notre groupe, on était pour passer à l'action assez rapidement. On disait que le climat était propice, qu'il y avait de plus en plus d'actions violentes qui étaient faites spontanément de la part des travailleurs, des étudiants. Et le groupe de Port-Rose, peut-être eux avaient-ils une vraie vision à long terme, plus révolutionnaire, plus d'organisation. On était contre la théorie de on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour nous, ça nous venait pas à l'idée de casser des œufs. On voulait faire ça plus proprement et toujours avec un clin d'œil. On se pensait un petit peu brillant, intelligent, puis on pouvait déjouer un peu la police. On voulait passer tout de suite à l'action. L'opération qu'ils ont mise sur pied est une première en Amérique du Nord. Elle va déclencher une crise politique sans précédent au Québec et au Canada. À un moment donné est venue l'idée de faire un enlèvement un peu à la façon des Tupamaros en Uruguay. On se disait que si on fait un enlèvement au Québec, c'est pas une dictature militaire qui est au gouvernement à Ottawa, donc il ne réagirait pas autrement que de libérer nos camarades en prison, puis d'obtempérer à certaines autres exigences du Fonds de libération du Québec. Donc on pensait que tout ça se déroulerait assez facilement. Le 5 octobre 1970, à 8h20 du matin, le diplomate britannique James Richard Cross est kidnappé à sa luxueuse résidence juchée au flanc du Mont-Royal. Cet enlèvement politique aura droit à une imposante couverture médiatique et va donner au FLQ une audience internationale. Dans un communiqué déposé dans un pavillon de l'Université de Montréal, le FLQ revendique l'enlèvement. En échange de la vie de leur otage, les ravisseurs exigent entre autres la libération de 20 prisonniers politiques et leur transport vers Cuba ou l'Algérie, une rançon de 500 000 $ et la diffusion du manifeste du FLQ. Les autorités ont 48 heures pour satisfaire leurs exigences. Suite à ce communiqué, le gouvernement Trudeau prend les commandes des négociations. À plusieurs reprises, Ottawa déclare qu'il ne peut accepter l'ensemble des demandes des ravisseurs, mais se dit prêt à chercher une base de négociation avec le FLQ. Mais il devient rapidement très clair que la tactique du gouvernement Trudeau est de gagner du temps pour permettre à l'enquête de progresser. Les policiers parviennent, grâce à des informateurs infiltrés dans le FLQ, à dresser la liste complète des suspects. Dans les 3 jours qui suivent l'enlèvement du diplomate, plus de 1000 perquisitions sont effectuées, la plupart sans mandat. 50 personnes sont arrêtées, mais les ravisseurs de Cross demeurent toujours introuvables. Le nouveau communiqué du FLQ se fait plus menaçant. La vie du diplomate James Richard Cross ne tient qu'à un fil. Le 8 octobre au soir, 30 minutes avant l'expiration de l'ultimatum fixé par les ravisseurs, le gouvernement accepte de diffuser le manifeste du Front de libération du Québec sur les ondes de Radio-Canada. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor. Beaucoup de gens se disaient d'accord avec le contenu du manifeste, mais pas avec les moyens. Et c'était une opinion très, très répandue. Et ça inquiétait beaucoup le pouvoir fédéral. Après la diffusion de leur manifeste à la télévision, le FLQ accepte de reporter la date de l'exécution de James Richard Cross. Il refuse toutefois toute autre concession. Le 10 octobre, 15 minutes avant l'expiration de ce nouveau délai, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, annonce que les autorités refusent de se rendre aux exigences du FLQ. À titre de concession ultime, pour sauver la vie de M. Cross, le gouvernement fédéral m'informe qu'il est disposé à vous offrir le sauf-conduit vers un pays étranger. Suite au refus du gouvernement de se plier aux exigences du FLQ,
la crise va soudainement prendre de l'ampleur avec l'entrée en scène d'un second groupe felkiste. Le 10 octobre 1970, Pierre Laporte, ministre du Travail dans le gouvernement Bourassa, est kidnappé à son tour. L'annonce de l'enlèvement du ministre Pierre Laporte provoque la stupéfaction et la panique tant à Québec qu'à Ottawa. Dans un premier temps, on est content parce que ça vient quand même appuyer notre mouvement, notre revendication, mais en même temps, on est un petit peu surpris par le ton qu'il donne à son communiqué en disant que c'était la phase 2. Et ça donnait lieu à une interprétation de la part de la police qui n'était pas vraie. Nous, on ne voulait pas non plus faire croire qu'on était une armée. Les autorités reçoivent un premier communiqué. Le ministre sera exécuté dimanche soir 10h si d'ici là, les autorités en place n'ont pas répondu favorablement aux 7 demandes émises à la suite de l'enlèvement de M. Cross. Le jour suivant, les autorités reçoivent un deuxième communiqué, accompagné d'une lettre de Pierre Laporte adressée directement au Premier ministre Robert Bourassa. Si vous êtes à la pêche et qu'une crête vous pousse sur la tête, pas de panique. Dirigez-vous immédiatement vers une salle à manger Saint-Hubert. Vous pourrez profiter de plusieurs choix de viande, en plus de notre traditionnel poulet, et constaterez que nous sommes beaucoup plus que des maîtres rôtisseurs. Si vous ignorez votre faim et poursuivez vos activités, c'est à vos risques et périls. Les descentes, arrestations et perquisitions se font plus nombreuses que jamais. Le 16 octobre, comme les négociations s'enlisent, le gouvernement Trudeau, à la demande expresse du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, proclame en pleine nuit la loi des mesures de guerre. La razzia qui va suivre s'étendra à toutes les régions du Québec. Les policiers, aidés de l'armée, font 4600 perquisitions et arrêtent plus de 500 personnes sans mandat. On les incarcère sans qu'aucune accusation ne soit portée contre eux. On envoyait des pauvres gars de la circulation arrêter des présumés felkistes. On a arrêté Gérald Godin, Pauline Julien, Michel Chartrand. Michel, il avait été terroriste, Michel Chartrand, voyons donc. Il était 20 finalement en tout. On a tout eu peur pour 20, on a tout fait les mesures de guerre pour 20 gars. Imaginez-vous le jour pour avoir une vraie révolte. La loi des mesures de guerre sème l'insécurité dans la population. Plusieurs personnalités influentes du Québec s'indignent. On accuse le gouvernement Trudeau d'utiliser cette crise pour faire peur et briser le mouvement indépendantiste du Québec. Et de ne pas se moquer ainsi du peuple du Québec. Le lendemain de la proclamation de la loi des mesures de guerre, la station de radio CKAC de Montréal reçoit un communiqué du FLQ qui déclare « Face à l'arrogance du gouvernement fédéral et de son valet Bourassa, face à leur mauvaise foi évidente, le FLQ a donc décidé de passer aux actes. » Suivant les indications du communiqué, l'armée découvre une voiture verte de marque Chevrolet à proximité de l'aéroport militaire de Saint-Hubert. À 22h45, des militaires ouvrent le coffre arrière de la voiture et découvrent le cadavre du ministre Pierre Laporte. Cause du décès. Asphyxie aiguë par strangulation au lien. Le lien était de toute vraisemblance sa chaînette de cou qu'il portait encore au moment de l'autopsie. Les gens, tout de suite, ont retiré tout appui au Front de libération du Québec. Et même ça a été au-delà de ça. Ça a été même aux objectifs de l'indépendance du Québec dans un large secteur de la population. On ne distinguait pas dans cette espèce de réaction de dégoût, il faut bien le dire comme ça. On ne distinguait pas les indépendantistes non-violents, pacifiques, voulant utiliser la voie légale, et les autres. Il y avait une confusion de tout ça, là. Il y a une espèce de haut le cœur. Quand c'était une erreur stratégique, il ne faut pas se le cacher, là, que de liquider la porte.
Au lendemain de l'assassinat du ministre Laporte, une vaste chasse à l'homme est lancée. La police diffuse les photos de tous les suspects et multiplie les arrestations. Le 3 décembre, plus de 1000 soldats et policiers encerclent le repère du FLQ sur la rue des Récollets, là où est séquestré James Richard Cross. Après de longues négociations, les autorités offrent aux ravisseurs et à leurs familles des sauf-conduits pour Cuba en échange de la libération du diplomate. Le lendemain, 4 décembre, 59 jours après son enlèvement, le diplomate James Richard Cross est enfin libéré. Le 27 décembre, grâce à de nouvelles informations, les policiers se dirigent vers un petit village au sud de Montréal, là où se cachent les ravisseurs de Pierre Laporte. Après de brèves négociations, les 3 hommes sont forcés de se rendre. Paul Rose recevra 2 peines d'emprisonnement à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Francis Simard, la prison à perpétuité pour meurtre. Bernard Lortie, 20 ans pour enlèvement. Jacques Rose et Michel Viger, 8 ans pour complicité après les faits. En tout, une vingtaine de felkistes seront condamnés pour cette affaire. Avec l'emprisonnement des frères Rose et de Francis Simard, les événements d'octobre s'achèvent. Le 4 janvier 1971, l'armée canadienne se retire du Québec, marquant ainsi la fin de cette vague de terrorisme qui aura duré près de 10 ans. Dans les années 80, une nouvelle réalité voit le jour. Le terrorisme international. Pour promouvoir leur cause, les terroristes s'attaquent désormais à d'importantes cibles à l'étranger et s'assurent ainsi une très grande couverture médiatique. La catastrophe du Boeing d'Air India en 1985 demeure encore aujourd'hui l'attentat le plus meurtrier de tous les temps. C'est au Canada que cet acte terroriste a été planifié et mis en œuvre. Le 23 juin 1985, un Boeing 747 d'Air India, qui assure la liaison Toronto-Bombay, disparaît subitement des écrans radars au nord des côtes d'Irlande. Il s'engloutit dans la mer avec ses 307 passagers et ses 22 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant. C'est la pire catastrophe aérienne jamais survenue en mer. Cette tragédie sème le deuil dans plus de 200 familles à travers le Canada, la plupart des passagers du vol 182 étant des Canadiens originaires de l'Inde. There had been rumors circulating in the Indo community in Britain and America for months before the flight that this was going to be attacked and there was going to be a bomb. So police knew right away that more than likely a bomb had taken the plane down. They also knew that it was probably a bomb because of the catastrophic way the plane crashed. There weren't reports from the pilot that he was in trouble. There was no SOS. The plane literally exploded and fell from the sky. It disappeared from the radar screens in Shannon. Moins d'une heure avant l'écrasement du Boeing d'Air India, une valise piégée explosait à l'aéroport de Tokyo, tuant 2 bagagistes. The Sikhs who plotted this had hoped to bring down 2 Air India jets, and it was just happenstance that the CP flight that flew from Vancouver to Tokyo that was connecting with the Air India flight was delayed. As a result, the timing in the bomb was a little off and the bomb exploded prematurely. And that bombing they plotted was to bring down 2 airliners, one leaving from Japan and one leaving from Canada, Air India planes. They conspired to smuggle bombs aboard those planes from Vancouver. What happened after the planes went down is police in Britain, Tokyo, India, and Canada organized an international manhunt for the people behind the bombings. Unfortunately, they were frustrated by several events. The first event was that the plane had blown up over the ocean, and therefore all of the debris was 6 miles underneath the water. So they had no evidence of the bomb that exploded on the plane over the North Atlantic. In Japan,
The damage that the bomb caused set off sprinklers and brought down all kinds of airport debris, so it was very difficult to find pieces of the bomb. However, the Japanese, after a painstaking investigation that went on for months and months, were able to find 2 small pieces of the bomb. One was a piece of cardboard with a model number for a Sanyo stereo tuner. The other piece was a piece of that tuner. Police were able to take that model number, trace the sale of that tuner back to a man in Duncan, British Columbia. That man was Inderjit Singh Rayat. En novembre 1985, Inderjit Singh Rayat, un militant sikh, est arrêté à Vancouver. Bien que personne n'ait revendiqué les 2 attentats, les enquêteurs sont désormais convaincus qu'il faut chercher du côté des extrémistes sikhs. La GRC entreprend alors une vaste enquête et multiplie les perquisitions chez les sympathisants sikhs. Rayat was a very religious Sikh who had fallen in with a group of people who were fundamentalist zealots. He was part of this struggle for this homeland they called Khalistan. And police believed that Mr. Rayat had helped get the bits and pieces that went into the making of the bombs. One of the problems with this investigation from the word go has been the fact that there is no evidence that a bomb exploded on Air India over the North Atlantic. The plane went down in deep water. All of the residue from explosions was washed away, and no one is able to say with certainty that a bomb brought down the plane. So the police and the prosecutors made a decision that in order to prosecute Rayat and convict him, they had to proceed only with the charges involving the bomb in Tokyo. As a result, Rayat, although he is believed deeply involved in the bomb that brought down Air India Flight 182, was never charged with that bombing. Rayat sera finalement reconnu coupable de la mort des 2 bagagistes de Tokyo, mais pour ce qui est de la tragédie du Boeing d'Air India, aucune accusation ne sera retenue contre lui, faute de preuves. 10 ans plus tard, l'enquête sur la catastrophe d'Air India est pratiquement abandonnée. Un seul enquêteur est désormais affecté à l'affaire, contre 75 les 2 premières années. En 1995, une enquête publique est exigée par John Nunziata, un député fédéral. Il demande que toute la lumière soit faite sur les lenteurs inadmissibles de cette enquête policière. La GRC va réagir en offrant une récompense d'1 million de dollars pour toute information pouvant mener à l'arrestation des responsables de l'attentat. L'enquête ne progressera pas pour autant. Et en 1997, 12 ans après l'explosion du Boeing d'Air India, cet attentat terroriste demeure toujours impuni. Je pense que le terroriste, contrairement à ce que plusieurs analyses en font, je pense que le terroriste vise des innocents. Vise à tuer des innocents, à blesser des innocents, pour que justement la population, s'identifiant à ces innocents-là, soit bouleversée. Je pense que le terroriste ne vise pas les 20 personnes qu'il a tuées. Il vise les millions de personnes qui vont assister, grâce aux médias, aux actes de destruction qu'il a créés. En exercice de guérilla urbaine. Leurs actions de type militaire n'avaient pas pour but de défendre de grandes idéologies. Direct Action voulait plutôt faire du Canada une terre inhospitalière pour tous les capitalistes qui ne partageaient pas leur idéal révolutionnaire. En 1982, le groupe Direct Action signe en quelques mois et à la grandeur du pays une série d'attentats extrêmement spectaculaires. Direct action, of course, has great roots into the 19th century and the people who opposed the Industrial Revolution and the Tsarist governments. And they set about doing things, first of all, that were quite small. 3 people in particular, a woman named Ann Hansen, a man named Doug Stewart, and a man named Brent Taylor, decided to take those hijinks to another level. Le premier attentat important du groupe
se produit en mai 1982, quand Direct Action fait sauter un relais hydroélectrique sur l'île de Vancouver. Les dommages sont évalués à 4,5 millions de dollars. When the first bomb went off in Vancouver Island, everyone thought Hydro had made a mistake and this was an explosion caused by the electrical facility itself. So the first thing that happened was incredulity. People wouldn't believe that there were terrorists operating in Canada on the West Coast. 6 mois plus tard, une puissante explosion souffle complètement la façade de la compagnie Lytton de Toronto, faisant pour 5 millions de dommages. Cette compagnie était à mettre au point un système de guidage pour missiles nucléaires. Malgré les 250 kilos de dynamite utilisés, cet attentat ne fera miraculeusement que 7 blessés. 3 clubs vidéo pornographiques sont également incendiés par le groupe dans la région de Vancouver. When the Lytton system bomb went off, that incredulity turned to anger. People, I think, realized that there was a group operating in the country, and they were furious at police, at the security services of the country for not preventing it and not arresting them quickly. And the change, the sea change in mood between those two bombings was fascinating. Every law enforcement organization and every military organization in this country focused on catching the Squamish Five, and they did. Le 20 janvier 1983, la GRC, qui pistait le groupe terroriste depuis 7 semaines, lui tente une embuscade sur une route de montagne près de Vancouver. Prétextant des travaux routiers, 10 agents fédéraux, déguisés en ouvriers de la voirie, forcent la camionnette des suspects à s'immobiliser au bord de la route. Les policiers procèdent alors rapidement à l'arrestation de tous ses occupants. Les 5 jeunes seront arrêtés. Il s'agit de Ann Hanson, de Brent Taylor, Doug Stewart, Jerry Hanna et de Juliette Belmas. Dans leur camionnette, les policiers retrouvent un véritable arsenal. Le procès des 5 accusés s'ouvre à New Westminster, une petite ville de la région de Vancouver, en septembre 1983. Ils doivent faire face à 21 chefs d'accusation. En juin 1984, 16 mois après leur arrestation, les 5 terroristes sont condamnés à des peines allant de 1 an et demi d'emprisonnement à la détention à perpétuité. Actually, I think if you look, you'll find most terrorists are young because that's when one is romantic and you don't have anything to lose. It's easy to be worked up and say, yes, let's go and do something. Let's change the world. Changing the world is a young man's game. What they did was horrible. No one can justify it. That's what's wrong with terrorism. That's what happens when you commit yourself to a cause. If you're ready to lay down your life for a cause, you see the deaths that you may create as the price of change. C'est l'idéal humain qui a fait qu'on est allé sur la Lune, qu'on a fait des découvertes scientifiques et médicales importantes, mais c'est aussi la question de l'idéal qui a amené l'extermination des Juifs par les nazis, l'idée de la race aryenne ou des drames épouvantables dans l'histoire de l'humanité. C'est certain que tous les phénomènes extrémistes sont dangereux, qu'ils soient religieux, qu'ils soient du terrorisme politique, parce qu'effectivement, ils ne tolèrent pas la discussion. Il n'y a pas d'échange possible, il n'y a pas de compromis possible. Et c'est certain que c'est à une société à mettre en place tout ce qu'elle peut pour que toujours la discussion soit possible, pour que l'autoritarisme ne soit pas une façon d'être.
Refus global. Les préjugés, peur de l'opinion publique, des persécutions, de la réprobation générale, peur d'être seul sans Dieu. Et comment ne pas avoir la nausée devant les récompenses accordées aux grossières cruautés, aux menteurs, aux faussaires, aux fabricants d'objets mort-nés. Mais la vie continue. L'important, c'est de pouvoir créer, n'est-ce pas? Refus global. Ce document m'a coûté cher quand même. Forcé de finir ses jours en exil. Le pauvre peintre. Voilà. Étoile noire. Le refus global est un manifeste écrit en 1948 par un groupe d'artistes réunis autour de Paul-Émile Bordua en réaction contre les conditions étouffantes de la société québécoise d'alors. Vous avez annoncé pour l'émission un reportage sur des mères de famille qui ont décidé de faire des vols de banque pour se sortir de la misère. Eh bien, l'actualité nous incite plutôt à vous parler ce soir en début d'émission de ce qui se passe ici, dans la région de Burnchurch, au Nouveau-Brunswick. Parce qu'en permettant aux Micmacs de pêcher hors saison, la Cour suprême du Canada a soulevé des questions qui vont bien au-delà du seul problème du homard au Nouveau-Brunswick.